Sur la tranche de mon agenda décoloré par le temps, on peut encore lire l'année 1967. Je l'ouvre le vendredi 3 novembre. Ce jour-là, à 9 heures du matin, un avion de la compagnie Iberia décolle de l'aéroport de Madrid et m'emmène à Las Palmas de Gran Canaria. Après une heure d'escale à Gando, dans un autre avion, je vole vers l'inconnu. Une heure plus tard, j'atterris dans un petit aéroport. Les moteurs sont éteints. Je reste assis dans mon siège. Je ferme les yeux et je vois défiler des images de ce que je laisse derrière moi. En descendant de l'avion, un air chaud me caresse le visage. J'ouvre les yeux et contemple un paysage de sable, de pierre, posé, plongé dans le silence de son immense voûte, dans sa magnifique solitude. C'est le désert. Les 30 degrés se font ressentir dans le vent qui pénètre à travers les vitres du taxi qui m'amène à Laayoune. La voiture zigzague sur la route pour contourner les monticules de sable que le vent a posés et qui se transformeront en dunes si les hommes bleus ne les enlèvent pas avec leurs pelles. À 22 ans, je ressens un immense plaisir à l'idée de pouvoir vivre une grande expérience humaine réservée à quelques-uns. Je suis ici pour enseigner l'espagnol aux enfants sahraouis à l'intérieur du désert. Et Laayoune, capitale de la province du Sahara espagnol. Je reste à la résidence des officiers pendant 15 jours. Une période d'adaptation est nécessaire. Et je visite la ville. La ciudad. Après ce séjour, le service d'enseignement me communique ma destination. Un village situé sur le Rio de Oro, au sud de Sahara, à 180 km de Villa Cisneros, capitale du Sud. Et j'entreprends le voyage de Laayoune à Villa Cisneros en avion militaire Junker. Trois jours plus tard, dans une voiture tout-terrain appartenant au gouvernement, un Land Rover, remplie de nourriture, de fournitures scolaires et ma valise, et conduit par un chauffeur autochtone, nous partons pour un long voyage.
C'est le début de cette grande aventure à travers cette immense plage, sèche en permanence, sans frontières. Je découvre un désert plein de contrastes, gigantesque, par pistes éphémères que le sirocco efface sur son chemin. On voit au loin des horizons à perte de vue. Tout cet ensemble vient combler la beauté de ce tableau qui brise la monotonie. Nous avançons lentement, sans hâte, plongés dans notre silence, engourdis par l'étouffement d'un soleil de plomb et le ronronnement monotone du moteur. Nous laissons derrière nous les traces de pneus sur le sable qui seront balayées par le sirocco. Après quelques heures sur la route, nous faisons une halte à l'ombre d'une talja. C'est une acacia. C'est un arbre typique du désert, aux longues et dures épines. Nous comblons la faim, la soif, et nous nous reposons jusqu'à ce que le soleil perde de sa force. En fin d'après-midi, nous avons repéré la pancarte tant attendue. Et au loin, la minuscule blancheur du village qui augmente à mesure que nous nous approchons. C'est mon poste, Bir Nazaran. C'est un village construit par l'Espagne pour installer les Bédouins et éviter les conflits tribaux et frontaliers. Maison rectangulaire le long d'une large avenue construite avec des blocs de béton plâtrés à la chaux. Une petite cour devant la porte abrite une ou deux chèvres et quelques poules. À proximité, un frire composé de quelques tentes qui appartiennent aux plus pauvres et aux bergers. À 400 mètres s'élève le fort militaire où se trouve ma demeure et mon école. On y accède par une grande arche. En passant sous l'arche, un patio couvert d'un toit en roseau lui donne de l'ombre. Un puits au centre avec margelle et 5 portes pour accéder au bureau des chefs militaires et sa demeure, à l'économat, à la radio des nomades et à ma chambre. Le premier jour, j'ai eu une précoce et brusque réveil. Un soldat avec son clairon joue le réveil dans la caserne. Après le petit déjeuner, je traverse l'arche centrale et salue la sentinelle. Un enfant souriant m'accueille avec un « Bonjour, maestro ». C'est Baba. Il a 7 ans. Coupe de cheveux à l'Ouabdeline. C'est sa tribu. Chaque tribu a une coupe de cheveux particulière, qu'ils se respectent. Ensemble, en silence, nous faisons le tour du fort jusqu'à la porte de l'école. Dix élèves attendent avec impatience, tous des garçons. Dans ce village, les filles n'ont pas accès à l'espagnol. La raison, les santons ne l'autorisent pas. C'est lui qui enseigne le Coran à l'école l'après-midi 3 fois par semaine.
Ils l'apprennent par cœur, récitant les sourates écrites sur des planches en bois, avec des poinçons noircis de charbon de Talha, qu'ils trempent dans de l'eau de Moulana bénie par les santons. Nous, les Nazaranis, les chrétiens, nous ne pouvons pas les toucher. Une fois les cours terminés, ils s'effacent l'écriture avec de l'eau qu'ils boivent parfois ou la laissent sécher au soleil. L'école est une pièce à peine éclairée, meublée avec des anciens bureaux qui ont servi avant dans des écoles espagnoles. En arrière-plan, il y a une table allongée où les cuisiniers nous servent les repas lorsque les siroco ou la chaleur menacent. Le cuisinier, une personne de couleur âgée, ancien esclave, cuisine dans une pièce délabrée.